Cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Decathlon, qui à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a dévoilé la tenue que porteront les 45 000 volontaires. On vous en dit plus en fin de vidéo. C'est un chiffre qui fait mal au gouvernement français, le déficit public est en hausse selon les derniers chiffres de l'INSEE, mais alors de quoi parle-t-on exactement? Pourquoi est-ce aussi important pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement? Comment l'expliquer et quelles pourraient être aussi les solutions? Vous allez le voir, c'est une question extrêmement politique, tout le monde n'est pas d'accord, loin de là. Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors on va expliquer ce que c'est, mais le déficit public de la France a donc atteint 5,5% du PIB en 2023 selon l'INSEE. C'est plus que les 4,9% qui étaient initialement prévus par le gouvernement. Concrètement, tout ça, ça veut dire que les dépenses publiques de l'État français ont dépassé les revenus de l'État français, ce qui a conduit donc sur la dernière année à un déficit budgétaire et donc un écart entre les dépenses et les recettes, donc les gains de l'État, qui équivalent à 5,5% du PIB. Le PIB étant un indicateur, pour dire les choses simplement, qui correspond aux richesses produites pendant un an. A noter que la France est en déficit tous les ans sans exception depuis 1975, donc ça fait depuis 1975 que l'État français dépense plus qu'il ne reçoit en quelque sorte, et ce donc chaque année. Alors le premier élément qu'il faut savoir déjà, c'est que les États membres de l'Union européenne, ils sont officiellement et en théorie tenus de maintenir leur déficit public en dessous des 3% de leur PIB. C'est une règle qui a été mise en place et qui fait d'ailleurs débat, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les faits, il y a des circonstances exceptionnelles qui permettent de dépasser ce seuil. Et en réalité, aujourd'hui, ce déficit public en dessous de 3% du PIB, c'est quelque chose qui n'est pas respecté par tous les États. Et donc, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui n'est pas respecté notamment par la France. Alors, avec des dépenses plus importantes que les recettes, l'État français, ces dernières années, a multiplié les emprunts d'argent, ce qui veut dire donc forcément une augmentation de la dette de la France. Le total de cette dette, pour avoir un ordre de grandeur, il a augmenté environ de 147 milliards d'euros en 2023. Il s'établit aujourd'hui à 3100 milliards d'euros contre un peu moins de 3 milliards d'euros en 2022. C'est aujourd'hui l'un des pays les plus endettés de la zone euro et de la même façon en matière de déficit, si on compare avec les autres pays européens, globalement, la France est plutôt classée parmi les mauvaises élèves en matière de déficit public. Alors, comment expliquer un tel déficit et quelles peuvent être ensuite les solutions? Vous allez le voir, et je le disais, il y a un très gros débat là-dessus avec bien véritablement des visions économiques qui sont différentes sur le sujet. Sur les raisons de ce déficit, plusieurs éléments qu'on peut noter. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, interrogé ce mardi par RTL, explique que les recettes fiscales, donc les revenus qui sont perçus par l'État, qui proviennent des impôts ou encore des taxes, ont été inférieurs aux attentes du gouvernement. Par ailleurs, pour le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, qui est interrogé par France Info, ce dérapage, comme il est nommé par certains médias, s'explique par un contexte international difficile, avec, je cite, le ralentissement chinois, la guerre en Ukraine ou encore le ralentissement de certains partenaires européens. La crise du Covid pourrait aussi avoir un impact. En gros, c'est tout un tas de choses qui auraient pour conséquence soit d'augmenter les dépenses. Le Covid, évidemment, c'était le meilleur exemple, avec beaucoup d'aides qui ont été mises en place pour maintenir en vie en quelque sorte les entreprises et maintenir aussi les salaires, mais ce qui a forcément entraîné une hausse des dépenses, mais aussi des crises qui peuvent entraîner une baisse des recettes, avec par exemple des Français qui vont avoir un salaire plus faible ou une inflation plus importante qui va les dissuader de consommer, et donc ça peut être moins de recettes là pour l'État. De la même façon, ça peut être des entreprises qui ont du mal à se développer, et donc forcément, si elles se développent moins, il y a moins de montants à prélever aussi pour l'État. Bon, alors rapidement, quelles peuvent être les conséquences d'un tel déficit public? En fait, il peut y en avoir potentiellement plusieurs. Déjà, un déficit public, je le disais, ça peut mener à une augmentation de la dette publique. En effet, comme l'État enregistre un déficit avec plus de dépenses que de recettes, il peut décider d'emprunter de l'argent sur les marchés financiers pour compenser ce déficit, et ces dettes, forcément ensuite, elles doivent être remboursées, généralement avec des intérêts. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que plus la dette est importante, plus elle peut être forcément difficile à rembourser, ce qui peut mettre un État en difficulté. Alors, pour le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui est interrogé sur RMC et BFM TV, il est important de rappeler que la France, je cite, n'est pas en faillite. Selon lui, je cite toujours, il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette, mais c'est tout de même un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité. Il y a à noter au passage que sur cette question de la dette, on peut noter qu'une partie des politiques et une partie des économistes et des politiques surtout classés à gauche,
milite pour une annulation d'une partie de la dette française. Alors pas toute la dette, en l'occurrence ce serait compliqué, mais surtout en fait la dette qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Je rentre pas dans les détails du débat sur le sujet parce que c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur ce débat sur une potentielle annulation de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne, je vous mets des liens directement en description. Bon, la deuxième conséquence potentielle d'un déficit public important, ce serait une dégradation de la notation de crédit du pays. Concrètement, en fait, c'est une évaluation qui vise à évaluer donc forcément la capacité de remboursement de la dette d'un pays. Et là aussi, c'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui est exprimé par une série de lettres, AAA, AA+, BB-, etc., etc. Concrètement, plus la note est élevée, et bien moins le pays est considéré comme étant un pays à risque pour les prêteurs. Et là où ça peut avoir un impact pour l'État français, c'est que si des agences décident de mal noter en quelque sorte l'État au vu des derniers résultats, ça peut rendre frileux ceux qui prêtent de l'argent à la France, et donc ça peut entraîner une augmentation du coût pour emprunter pour l'État français. Bon, voilà pour cet aperçu, pour qu'on comprenne tous la base. Maintenant, face à cela, quelles pourraient être les solutions mises en place pour réduire le déficit public de la France? Alors là, c'est une question extrêmement politique, tout le monde n'est pas d'accord, il y a des vraies visions politiques et économiques qui s'opposent. On va essayer de donner ici du coup quelques grandes perspectives déjà pour avoir un premier aperçu. La première solution qu'on entend beaucoup du côté du gouvernement ces derniers jours, c'est l'idée de réduire les dépenses publiques en mettant en place donc des coupes dans les dépenses de l'État, dans l'objectif donc de limiter les dépenses. C'est un objectif qui est beaucoup porté aujourd'hui par la droite. Au sein du gouvernement, c'est beaucoup le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui milite pour tout cela. Il avait d'ailleurs annoncé un plan d'économie de 10 milliards d'euros sur le budget 2024 de l'État. Il avait annoncé ça au mois de février. Alors cette réduction des dépenses de l'État, ça peut prendre forcément plusieurs formes, y compris des formes plus drastiques et plus poussées. On parle alors de politique d'austérité. Une politique d'austérité, c'est une réduction drastique des dépenses de l'État, quitte donc à couper dans des prestations sociales, des services publics, etc. Le problème, c'est que les conséquences sociales peuvent être nombreuses. Ça peut aussi créer une spirale, donc avec des conséquences sociales extrêmement importantes. Le meilleur exemple peut-être là-dessus, c'était la situation en Grèce dans les années 2010. La Grèce, s'était vue imposer une politique d'austérité extrêmement importante, et ça avait entraîné une partie de la population dans une extrême pauvreté, et avec aussi des conséquences, notamment en matière de santé, qui avaient été très importantes. Autre solution potentielle, au-delà donc de la réduction des dépenses, c'est l'augmentation des recettes, et plus précisément des recettes fiscales qui viennent donc par exemple des impôts. La gauche porte depuis de très nombreux mois par exemple l'idée de taxer spécifiquement les super profits. Les super profits, c'est donc ces profits records réalisés par certaines multinationales, des profits réalisés parfois suite à des crises ou à des situations internationales particulières, typiquement en ce moment dans le secteur de l'énergie. Je le disais, c'est donc quelque chose qui est porté par la gauche depuis longtemps, mais on voit que le sujet arrive au-delà de la gauche ces derniers jours. Par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui est du camp d'Emmanuel Macron, s'y estime globalement favorable. Mais là-dessus, je le disais, donc tout le monde n'est pas d'accord. Bruno Le Maire, par exemple, s'y oppose, et plus largement, le ministre de l'économie s'est dit à nouveau opposé à toute augmentation d'impôts en France, que ce soit donc a priori pour la population, mais aussi donc pour les entreprises. Enfin, la troisième grande solution qui est parfois portée, c'est une solution qui consiste à stimuler la croissance économique en soutenant par exemple les plus petites entreprises, en faisant la promotion de l'innovation et de la recherche, en menant des grands travaux ou en mettant aussi en place des politiques fiscales qui sont favorables à l'investissement ou alors à la consommation. Alors ça peut prendre tout un tas de formes, et là ce serait dur de tout résumer, mais ça peut prendre la forme de grands projets ou de grands travaux mis en place par l'État, ça peut prendre la forme aussi d'augmentation des salaires. La réflexion derrière tout cela, c'est de se dire que cet investissement supplémentaire mis en place par un État peut permettre derrière de relancer l'économie et donc de faire en sorte que, in fine, il y ait des recettes plus importantes qui sont pour l'État. Si on schématise vraiment, c'est une politique qui est portée notamment par l'économiste Keynes. Globalement, par exemple, quand on entend parler de plan de relance, ça peut bien rentrer dans ce cadre-là, sachant qu'encore une fois, il y a aussi d'autres mesures potentielles qui sont portées par certains économistes sur la question des salaires, par exemple. Bref, on a essayé de résumer au mieux ce sujet qui forcément est un sujet extrêmement complexe. C'est peut-être d'ailleurs des sujets qui reviendront à l'occasion des
élections européennes, parce que je le disais, il y a aussi des règles qui sont dictées à l'échelle européenne sur cette question du déficit, et donc là aussi il y a un débat d'idées sur les mesures à mettre en place. En tout cas, le Premier ministre Gabriel Attal sera l'invité du 20h de TF1 ce mercredi. Il devrait donc aborder cette question du déficit, on suivra tout ça. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En France, un attentat est déjoué tous les 2 mois, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui était l'invité du JT de France 2 ce lundi soir. D'après lui, je cite, la menace est très élevée et elle touche toute l'Europe et tout l'Occident. D'ailleurs, le Premier ministre Gabriel Attal a indiqué ce lundi que 2 projets d'attentats ont déjà été déjoués en France en 2024 et 45 depuis 2017. On en parlait en sujet de une ce lundi, suite à l'attentat à Moscou revendiqué par le groupe État islamique qui a fait au moins 137 morts et plus de 150 blessés ce vendredi. L'alerte urgence attentat a été déclenchée en France ce dimanche. Deuxième actu, aux États-Unis, le pont Francis Scott Key, qui est situé dans la ville de Baltimore, s'est écroulé ce mardi matin après avoir été percuté par un imposant navire de marchandises qui s'appelle Dali. Le cargo aurait eu un problème électrique selon le gouverneur du Maryland. En s'effondrant, ce pont d'une longueur de 2,5 km a entraîné dans sa chute plusieurs véhicules dans les eaux de la rivière Patapsco, où l'eau ne dépasserait pas les 10 degrés à cette période de l'année. À l'heure où on tourne les actus du jour, au moins 6 personnes sont encore recherchées et 2 personnes ont été sauvées. L'une d'entre elles a été hospitalisée dans un état grave, selon les pompiers. Face à la situation, l'état d'urgence a été déclaré dans le Maryland, l'état où se trouve la ville de Baltimore. Troisième actu, toujours aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a obtenu un délai supplémentaire de 10 jours pour payer son amende de 175 millions de dollars suite à sa condamnation pour fraude financière. Pour rappel, Donald Trump devait initialement payer une caution de 454 millions de dollars avant le 25 mars. Mais ses avocats avaient dénoncé, je cite, une somme quasiment impossible à fournir. Donald Trump risquait de voir ses comptes bancaires gelés et ses biens immobiliers saisis et revendus s'il ne parvenait pas à payer son amende. Il a finalement déclaré qu'il déposerait les 175 millions de dollars dans les 10 prochains jours. Quatrième actu, Julian Assange, l'un des lanceurs d'alerte les plus connus au monde, pourra faire appel de son extradition aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé la justice britannique ce mardi. En fait, ça fait des années qu'il risque d'être officiellement transféré aux États-Unis pour y être jugé pour espionnage. Il est poursuivi pour avoir révélé plus de 700 000 documents secrets et classifiés du gouvernement américain via Wikileaks, le site qu'il a fondé en 2010. En avril 2022, la justice britannique avait autorisé son extradition vers les États-Unis où il risque la prison à vie. Julian Assange avait donc décidé à ce moment-là de faire appel de cette décision. Et finalement, la justice britannique a décidé ce mardi de donner 3 semaines aux autorités américaines pour garantir que Julian Assange pourra bénéficier du premier amendement de la Constitution américaine s'il est extradé. Cet amendement garantit la liberté d'expression et lui permettrait de ne pas être condamné à la peine de mort. On suivra ça. Cinquième actu, en France, le maire d'Orléans, Serge Grouard, a affirmé ce lundi sur France Bleu que des centaines de migrants et de sans-abri étaient arrivés dans sa ville depuis 1 an. Selon lui, un car en provenance de la région parisienne arrive toutes les 3 semaines à Orléans avec à son bord une quarantaine de migrants et de personnes sans abri. Il serait expulsé en vue des Jeux Olympiques de Paris cet été et transféré dans plusieurs villes, dont Orléans, sans que les équipes municipales ne soient averties. D'après lui, les nouveaux arrivants passeraient 3 semaines dans des hôtels ou des structures sociales de la ville avant de se retrouver livrés à eux-mêmes. Alors la préfecture du Loiret a confirmé la mise en place de sas d'accueil en collaboration avec les ministères de l'Intérieur et du Logement, mais elle a indiqué que ce dispositif n'avait aucun lien avec l'organisation des Jeux Olympiques. À noter que depuis plusieurs semaines, des associations dénoncent, je cite, un nettoyage social de la région parisienne visant les populations les plus précaires qui vivent dans la rue en vue des Jeux Olympiques. Sixième actu, en Floride, aux États-Unis, les moins de 14 ans n'auront plus le droit de créer un compte Instagram, Snapchat ou TikTok à partir de 2025 suite à l'adoption d'un texte voté ce lundi. Par ailleurs, les jeunes qui ont 14 et 15 ans devront obtenir un accord parental pour s'inscrire sur ces plateformes. Pour rappel, la plupart des plateformes fixent à 13 ans l'âge minimum pour ouvrir un compte, mais cette règle reste facile à contourner. L'objectif, c'est donc de protéger les enfants des dérives des réseaux sociaux. Alors c'est pas la première fois que des États américains tentent de restreindre l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs, mais à chaque fois, la justice les a forcés à faire marche arrière. Une telle loi pourrait être jugée contraire à la Constitution américaine et notamment au premier amendement qui garantit la liberté d'expression. Et enfin, dernière actu, les rappeurs Big Flo et Oli ont dévoilé ce dimanche sur leur chaîne YouTube le clip de leur morceau Ça va beaucoup trop vite, qui a été entièrement réalisé par une intelligence artificielle et qui n'a nécessité aucune intervention humaine. L'intelligence artificielle aurait généré plus de 49 000 images pour faire cette vidéo de 4 minutes. Du coup, on vous le disait en début de vidéo, cette vidéo intègre une collaboration
collaboration commerciale avec Decathlon. Dans 122 jours, 45 000 volontaires seront mobilisés dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Plusieurs missions leur seront confiées en fonction de leur profil, comme accueillir les supporters, les orienter, les renseigner, mais aussi conduire les athlètes aux épreuves et dans certains cas assister les médecins. Vous vous en doutez, il s'agit d'un défi de taille. Plus de 15 millions de visiteurs et 10 500 athlètes sont attendus entre la cérémonie d'ouverture le 26 juillet et la clôture des Jeux Paralympiques de Paris 2024 le 8 septembre. Et donc, pour accomplir au mieux toutes ces missions, l'entreprise française Decathlon a imaginé et conçu la tenue des volontaires qu'elle a dévoilée ce samedi 23 mars à Paris La Défense Arena. Les bénévoles réunis pour l'occasion ont pu découvrir une tenue unique et adaptée à toutes et à tous. Au total, ce seront 1 million de pièces qui vont être fabriquées et distribuées aux volontaires. Merci beaucoup pour ces actualités. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.